mi-journée, deuxième partie du journal en direct de Jarry à l'intérieur de cette exposition consacrée à la santé en Guadeloupe à travers les époques pour évoquer cette question des journées antio-guyanaises d'addictologie avec nos deux premiers invités, le docteur Laurent Carilla qui est psychiatre et addictologue formateur et Tony Romuald, vous êtes également médecin et nous allons aborder cette question avec vous puisque c'est le thème choisi par la conférence cette année. Nous sommes dans une expo consacrée à la santé. Docteur, nous sommes en présence d'une question de santé publique, la dictologie. Complètement, la dictologie, c'est une question de santé publique. Et les addictions, je crois qu'il faudrait en faire une grande cause nationale parce que c'est souvent méconnu et il faut vraiment acter pour agir. Y compris avec ces appareils du modernisme. Oui, maintenant, si vous voulez, l'addiction n'a plus de substance. Si vous voulez, ça peut être des drogues, de l'alcool, du tabac, mais aussi des comportements, notamment les comportements via les écrans, par exemple. Docteur Romuald, l'approche du problème vu de la Guadeloupe. Alors, vu de la Guadeloupe, c'est vrai qu'on a peu de recul. On a très peu de demandes de personnes spécifiquement pour la question des addictions à Internet, des cyberaddictions. Mais on regarde un peu autour de nous et puis chacun de nous pourrait se poser des questions sur cette connexion permanente que l'on voit, soit dans notre entourage très proche, soit parmi aussi les patients qu'on peut voir. Donc cette année, on s'est décidé à faire un colloque spécifique sur les cyberaddictions et très probablement que ça va nous amener des pistes pour la prise en charge très probablement, mais aussi des pistes de prévention. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les appareils, les nouvelles technologies prennent une place très très importante dans la vie de chacun de nous. Et à quel moment vous faites la différence entre l'individu hyper connecté et celui qui est déjà atteint d'addiction? Alors, bien sûr, il y a un certain nombre de critères, notamment c'est la question de la perte de contrôle. Celui qui est addict va perdre le contrôle, va être connecté plus souvent, plus longtemps, plus régulièrement que prévu. Il va avoir des conséquences sur sa santé, que ce soit les conséquences physiques, les conséquences psychiques, la dépression par exemple, mais il a aussi des conséquences sur sa famille, sur ses obligations professionnelles, au niveau de son travail, des manquements. Conséquences sociales au quotidien. Des conséquences sociales absolument, avec des difficultés de couple. Vous savez, si vous avez en permanence votre smartphone en main et que vous ne communiquez plus, très probablement que ça va engendrer des difficultés de couple, voire pour pouvoir aller jusqu'au divorce. Et ça peut aussi annuler les relations amicales? Bien sûr. On a l'impression d'ailleurs, finalement, une fausse croyance, c'est d'avoir tellement d'amis quand on est sur cette toile et que finalement, ce ne sont pas vraiment des amis. On a comme ça des liens avec des personnes, mais ce ne sont pas des amis. Et donc, du coup, il s'agit bien sûr de bien arriver à un équilibre entre cette vie connectée, parce qu'on ne va pas pouvoir s'en passer, finalement, de cette connexion, qui prend une place normale, utilitaire, de rester sur la question du plaisir, mais de ne pas dépasser cette barrière qui va amener jusqu'à l'addiction. D'où l'intérêt de la réflexion qui commence aujourd'hui en Guadeloupe. Docteur, comment faire pour prendre en charge, pour apporter une assistance efficace aux gens qui peuvent basculer? Il faut d'abord déjà bien repérer la question d'addiction aux écrans, aux cyberaddictions. Il faut aussi repérer s'il n'y a pas d'autres problèmes psychiatriques et psychologiques autour, parce que c'est fréquemment associé, et les problèmes sociaux. Déjà, en ayant déjà fait ce premier tri, on pose un diagnostic, et après, l'idée, c'est de prendre en charge de manière multimodale, c'est-à-dire à plusieurs, le problème de face. C'est-à-dire qu'il y a un addictologue, une infirmière, un infirmier, un psychologue, le médecin généraliste, le pharmacien. Vous voyez, c'est un travail en réseau qui va prendre en charge globalement le patient ou la patiente. Est-ce que vous faites une différence entre l'hyperconnecté et des addictions beaucoup plus traditionnelles, plus anciennes? Tout à fait. En fait, si vous voulez, on est tous hyper connectés. On a tous des smartphones, on a tous un ordinateur portable. Je dis on a tous, mais globalement, on a tous une tablette. Nos enfants sont des digital natives, ils sont nés avec des écrans. C'est différent de moi, de vous, du docteur Romuald. Donc on est tous hyper connectés. Après, comme l'a dit le docteur Romuald, on bascule dans le côté addictif. Moi, j'utilise un moyen mémotechnique, c'est les 5 C, mais ça revient à ce qu'a dit le docteur Romuald. Les 5 C, c'est quoi? Le premier C, c'est la perte de contrôle. Le deuxième C, c'est une activité compulsive. Le troisième C, c'est un mot anglais qui s'appelle craving, qui est l'envie irrésistible de consommer. Le quatrième C, c'est un usage continu. Et le cinquième C, c'est des conséquences sur la vie en général. Ça, si on a ces 5 C, après 12 mois, on est dans une hyperconnexion pathologique. Donc, d'où l'intérêt de la réaction. Elle peut se faire comment, avec qui et sur quelle période?
souvent, c'est l'entourage qui s'aperçoit du problème. Et vous avez en Guadeloupe, il y a les centres d'addictologie. Il faut y aller parce qu'aujourd'hui, moi, je suis venu aider à la formation, mais ils sont déjà hyper compétents. Les services d'addictologie de Guadeloupe sont là pour aider les gens qui sont addicts, pas à des substances, mais addicts à des comportements. Lorsqu'on regarde la société hyper connectée d'aujourd'hui, les administrations, à l'école, tout se fait désormais Bien sur sûr. Internet, sur Bien le sûr. portable. Est-ce que le discours que vous tenez aujourd'hui, on peut l'entendre dans les familles? Alors, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a trois choses. Il y a la connexion utile, nécessaire, administrative ou pas. Il y a la connexion plaisir. Et c'est à partir de cette connexion plaisir qu'on peut arriver à la question de l'addiction. Donc, ce n'est pas parce qu'on est connecté pour des raisons administratives qu'on absolument. Mais c'est surtout l'idée quand même derrière, c'est qu'on ne va pas tous être addicts. Il y a des personnes qui ont des facteurs de vulnérabilité, la faible estime de soi, l'autodépréciation, les personnes qui ont des pathologies, Laurent l'a dit, pathologies psychiatriques, la dépression, l'anxiété, ceux-là vont plus facilement, ont des facteurs de risque de devenir addicts. Est-ce qu'on peut prendre la décision aujourd'hui, un hyper connecté, je me prends en charge, je m'accorde du temps pour pouvoir essayer de régler mon problème? Est-ce possible? Mais il peut faire ça. Il peut faire quand il a alors très souvent quand il a des conséquences ultimes. Vous savez, c'est l'ultimatum de l'épouse, de l'employeur, se dire ça. Mais s'il est vraiment au stade d'addiction, il faut qu'il se fasse aider. Et c'est par une structure, par l'EXAPA ou les consultations hospitalières, de façon pluridisciplinaire. Il va mettre en place des choses, mais ce ne sera pas suffisant. Donc il faut qu'il se fasse aider. Il faut qu'il puisse appeler directement les centres ou appeler le numéro unique de la plateforme, 05 90 47 17 00. Et on va l'orienter en fonction de son territoire et de son addiction vers les centres. Est-ce que le sujet est nouveau, docteur, lorsqu'on connaît le passé par rapport à l'époque du Minitel, où les gens restaient des nuits et des nuits? Tout à fait. Est-ce que c'est nouveau? Non, on est dans une évolution avec la société. Internet, c'est quelque chose de formidable, on ne va pas le diaboliser. Internet, ça nous permet d'avoir des réponses à tout, de contrôler, de vérifier les choses. C'est quelque chose de formidable, donc il faut le prendre comme quelque chose de formidable. Mais il faut faire attention à son temps de connexion. Mais il n'y a pas que le temps de connexion, c'est comment je me contrôle et quelles sont les conséquences. À partir du moment-là, quand on déborde, eh ben, il faut se dire, là, il y a peut-être un problème, je vais aller voir un professionnel qui va au moins m'évaluer, voire m'aider. En deux mots pour conclure, docteur Romuald. En deux mots, alors, moi j'allais juste compléter, c'est une question d'équilibre. Il s'agit de trouver un équilibre entre cette connexion plaisir nécessaire avec les autres activités de la vie, avec discuter entre deux copains, aller faire un foot, aller faire un peu de sport, aller au cinéma. Il s'agit bien sûr de trouver un équilibre. Donc vraiment, ce n'est pas de l'anticonnexion, c'est une connexion équilibrée, c'est une connexion qui va aller vers du bien-être. Merci. Merci beaucoup. Merci. On poursuit cette édition avec la dépendance au mobile. On en parle avec des statistiques effrayantes. 86% des 12-15 ans possèdent un mobile. La tranche d'âge qui bat pratiquement tous les records, c'est entre 20 et 27 ans. On en parle sur notre antenne depuis un moment. Marlène Plaisir. Et si vous vous en débarrassiez une seule journée ? Le temps d'un petit sevrage pour célébrer la journée mondiale sans portable. Non, non, pas du tout. Plus maintenant, c'est fini, c'est dépassé. Enfin, tout le monde a un téléphone, tout le monde a besoin d'être contacté, de pouvoir téléphoner, de pouvoir... Enfin... Je vous dis, je ne suis pas moderne du tout, ni Internet, ni rien du tout, j'en ai rien. Je suis vraiment accro. Après, si un jour j'ai pas de réseau, je pourrais me débrouiller si je peux vraiment pas. Mais après, c'est dur, c'est vraiment dur. Parce que j'en ai besoin pour le travail, pour mon activité perso. Voilà. Maintenant, on est addict. Bon, ce sera donc mission impossible ou presque pour vous défaire de votre portable. Mais ce qui va suivre va peut-être vous aider à prendre vos distances avec votre mobile. Nous voici chez Jean-Louis Pépin. Depuis des années, il traque et il mesure les ondes électromagnétiques des appareils et des portables. Si je compose un numéro de téléphone, on va voir que la puissance du téléphone ici mesurée, c'est 25 volts par mètre et ça fluctue. Mais les recommandations du Conseil de l'Europe fixent le seuil de nocivité à 0,6 volts par mètre. Au-delà, et pour une exposition prolongée aux ondes, vous êtes en danger. Les scientifiques ont découvert que ces ondes de téléphonie ouvraient la barrière hémato-encéphalique. C'est une barrière qui va filtrer le sang qui arrive au cerveau.
Donc, si cette barrière s'ouvre, ça veut dire que tout ce qui est dans votre sang, si vous avez des métaux lourds, si vous avez de l'aluminium, du mercure ou du titane qu'on peut trouver un petit peu partout dans notre alimentation, va rentrer dans le cerveau. Et l'aluminium étant un neurodégénératif, inévitablement, ça peut entraîner la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Pour réduire le risque de cancer, les scientifiques ont lancé un appel à la prudence. Éloigner à tout prix le portable de l'oreille et du cerveau. Pour engager le combat, les psychologues jouent un rôle essentiel aussi dans le programme à mettre en place. Widy Strelka, vous avez participé à la formation de ce matin. Quelle est votre approche professionnelle de la question de l'addictologie moderne, je dirais? Alors l'approche, eh bien écoutez, je crois que ce qui est important pour nous au départ, c'est de nous intéresser à la personne, de l'usager que nous recevons. Parce qu'il y a une difficulté au départ qui a été identifiée par un parent, par un proche, et qui décide d'accompagner par exemple un jeune. Donc là pour nous, il est question d'accompagner. Ce sont les parents qui prennent l'initiative, pas la personne directement concernée? C'est très rare de voir des jeunes venir au centre et demander de l'aide. C'est vrai, c'est souvent les parents, tonton, tati, maman, papa, qui accompagnent parce qu'ils s'inquiètent de la pratique qu'ils jugent excessive. Et ce public, il est de plus en plus nombreux? De plus en plus. Je crois que nous sommes dans les 15-26 ans les plus nombreux en pratique excessive par rapport au smartphone surtout et des jeux aussi en ligne. Quel impact sur l'individu lui-même? Écoutez, quand on regarde le temps passé sur les petites machines, eh bien, il y a beaucoup de négligence autour de cela. Alors, pour ceux qui sont vraiment pris dans cette consommation, de cette pratique, vous avez des jeunes, par exemple, qui sont sous des écrans, qui passent toute la nuit sur des écrans à jouer avec l'international. Donc, on peut comprendre que le matin, au petit réveil, ils sont fatigués. Eh bien, quand la journée, on emploie à dormir, eh bien, on ne peut pas aller étudier, on ne peut pas aller à l'école. Et même pour les parents qui veulent aider leurs jeunes à travailler, on voit par exemple des parents qui ont des entreprises qui veulent faire travailler leurs enfants, même là c'est difficile parce que... Donc avec les conséquences importantes sur le sommeil du jeune? Le sommeil, l'alimentation, et puis ils sont un peu irrités, irritables. Donc tout cela, ça n'arrange pas l'installation même de ces jeunes. Donc difficulté au sein de la famille, au sein aussi le cercle amical, parce qu'en fait ils finissent par être un petit peu eux-mêmes et le jeu. Donc il y a une forme de repli sur soi. Donc au niveau social, il y a un impact qui est non négligeable. L'hyperconnecté perd son bien-être. C'est vrai qu'au départ, il y a un certain plaisir à jouer, il y a un certain plaisir à pouvoir effectivement faire des jeux avec les autres. Quand effectivement on se retrouve pris au jeu, comme on le dit, et ne pas pouvoir se passer de ce jeu, et alors disparaît cette forme de plaisir qu'on avait au départ. Et vous, le professionnel, que dites-vous à ce jeune? Quelle est votre approche pour pouvoir y remédier? Alors vous savez, on ne va pas leur faire la leçon, mais essayer de comprendre qu'est-ce qui leur arrive, qu'est-ce qu'il y a derrière cette consommation, qu'est-ce qu'il y a derrière cette pratique qui est quand même des fois qui devient un handicap, puisque le jeune, il est comme pris entre deux chaises. Alors pour nous, c'est lui faire voir et comprendre ce qu'il se passe réellement pour lui. Et après, essayer de voir comment est-ce qu'on va l'aider à aller au-delà de cette difficulté. Alors, des fois, c'est sur un fond de timidité, un fond d'inhibition, où effectivement, il va pouvoir, dans cette pratique, eh bien, se retrouver et avoir une identité pour ceux qui, sur un jeu, se retrouvent au niveau international comme un technicien qui va faire une intervention sur des joueurs qui sont en Allemagne, qui sont en Angleterre. Et là, ils ont une certaine valeur qu'ils n'ont pas dans la vie réelle. Avec des conséquences aussi financières pour les parents, parce que certains jeux sont payants. Alors, pour les jeux qui sont payants, évidemment, ça pose un problème parce qu'ils vont faire des dépenses. Et c'est vrai que certains ont déjà même utilisé les numéros de carte des parents pour pouvoir bien pratiquer, parce qu'évidemment, ils n'ont pas les fonds, ils ne sont pas autonomes. Donc, ça peut aller jusque-là. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Tout à fait, tout à fait. C'est la raison de notre action. Je crois qu'en travaillant de concert entre l'usager et la famille, parce que c'est vrai que les parents ne sont pas en reste, nous prenons en charge les usagers, mais aussi les parents, l'entourage, parce que eux aussi, ils ont un rôle à jouer, d'une part, pour ne pas mettre en péril la prise en charge qui est faite, mais d'une part, dans les conduites à tenir avec cet usager.
ne pas confondre addiction et pratique excessive et développer avec les jeunes des relations qui soient des relations structurantes et qui aident le jeune à se développer, à se retrouver et à grandir. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. La semaine se poursuit jusqu'à samedi, je crois, pour la fin avec des formations et une réunion grand public mercredi aux Abîmes. C'est la fin. Merci. C'est la fin pour ce midi. Prochain rendez-vous avec l'actualité ce soir, 19h, Sophie Vingada Salon. Et quand tous les midis, parole à grand monde pour fin. Ça n'y est pas vrai, qu'est pas fait mal. Ça n'y est pas vrai, qu'est pas fait mal. Nous retrouvons nous demain, inédit de l'après-midi. Pour d'autres informations, le journal inattendu sur Guadeloupe la Première. Mathieu a 22 ans, il est cyberaddict aux jeux en réseau. Cela a commencé avec une console reçue à l'âge de 8 ans, après qu'il ait remporté un concours en classe de CE2. Ne pas jouer, limite je devenais ma boule comme on dit. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas à qui m'adresser, j'étais juste furieux de ne pas jouer. Donc je pense que c'est à partir de là où même mon entourage a compris qu'il y avait un problème, qu'il fallait trouver une solution. La solution, elle passe peut-être par cette première consultation à l'unité de soins et de liaison en addictologie du CHU. On va parler de stratégie comportementale. Il a dit lui-même des choses qu'il a essayées dans la réduction de la durée, ou en tout cas des choses qui permettent de réduire, mais aussi voir aussi d'autres activités gratifiantes, de voir un peu toutes les pensées qu'on se fabrique au fur et à mesure qu'on joue. Plus on joue et plus on a l'impression que le jeu va remplir tous les espaces possibles, tous les espaces vides d'ailleurs. Et des espaces, Mathieu en a comblé durant toutes ces heures à jouer, jusqu'à plus de 20 heures par jour, enfermé seul dans sa chambre, se coupant du reste du monde. Je voulais absolument avoir tout le temps un lien, que ce soit physique ou même dans mes pensées. Genre je me souviens encore, même dans mes moments perdus, je me projetais à la place du personnage par exemple que je jouais ou autre. Et voilà. Des études gâchées pour un élève brillant et même au-dessus de la moyenne, mais une prise de conscience réfléchie et préparée qui pourrait l'aider. Il faut imaginer que c'est tous les jours. Ça a pris donc une place très importante, une place essentielle. Et il a pu le dire, ma famille était dans le jeu, j'avais plus de famille, les étrangers c'était ma famille. Donc il faut remettre du sens dans tout ça, il faut reprendre les mots, revoir encore une fois les émotions avec lui parce que chaque fois qu'on va parler de ça, ça va renvoyer certaines choses. De soi-même, c'est très dur, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très très dur quand même de se dire je vais arrêter, parce que dans notre tête en quelque sorte on connaît que ça, on va dire, on n'a que ça pour nous. Voilà, c'est ce que je dis. Depuis maintenant 2 ans et demi que Mathieu travaille avec son père, son temps passé à jouer s'est considérablement réduit. 6 heures en semaine, peut-être 10 le week-end.